Merci beaucoup, Johan, d'avoir répondu à notre invitation. On a dit qu'on se disait tu lors de cet entretien. Alors, Johan, tu es professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et depuis ta thèse soutenue il y a près de 20 ans sur le national-socialisme et l'Antiquité, tu as publié de nombreux ouvrages sur l'Allemagne nazie. Et pour des enseignants, pour des étudiants qui sont présents dans cet auditorium, pour des guides conférenciers dont j'étais, et ceux du CERCIL aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous être instruits avec tes livres qui renouvellent le savoir et la pensée sur la culture nazie. Et le succès de tes livres, notamment le dernier dont il sera question ce soir, témoigne de l'intérêt qui s'étend bien au-delà du cercle des historiens. Alors ce livre en question, paru chez Gallimard, s'appelle Les Irresponsables, avec pour sous-titre Qui a porté Hitler au pouvoir. Et au fond, la question méritait d'être bien posée pour déjouer des récits erronés, répandus souvent dans l'espace médiatique et même dans les manuels scolaires, visant à dire que que les nazis auraient légalement accédé au pouvoir, ou qu'Hitler aurait été élu par les Allemands. Et dans cet essai, tu décortiques la politique allemande de 1930 à 1933 en désignant les responsables, ceux qui est et ceux qui sont responsables de l'accès au pouvoir d'Hitler. Au-delà, cet ouvrage nous fait réfléchir à ce qui a pu détruire une démocratie au cœur de l'Europe au XXe siècle et à ce qui pourrait récidiver. Alors, ma première question sur ce livre, au fond, j'aimerais que tu en parles brièvement dans cet essai et plus largement dans un précédent qui a été publié en 2010, sur cette démocratie parlementaire de la République de Weimar. Parce que la cause de l'arrivée au pouvoir d'Hitler est souvent présentée comme la conséquence de la fragilité de la République de Weimar, frappée par la crise économique. Et là, tu ajustes le narratif, comme on dit aujourd'hui, en disant non, Weimar est une démocratie forte et saine. Merci Anaïg pour cette présentation, cette invitation. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Effectivement, une des manières d'expliquer la fin de la République de Weimar est de pratiquer de la téléologie, ce qu'on appelle en histoire la téléologie, c'est-à-dire le fait de raconter le début par la fin. Autrement dit, il y aurait eu dès sa naissance des défauts d'une république qui aurait été toujours déjà promise à l'extinction et sa constitution. Or, quand on regarde la manière dont cette république s'est créée en 1918-1919 et dont elle a survécu à ses premières années, on se rend compte qu'on a affaire à une république très solide et, pour employer un terme contemporain et à la mode, très résiliente. Puisque on a une république qui se fait en interne contre l'extrême droite, qui est monarchiste, ultranationaliste et opposé à la démocratie, et contre une partie de la gauche qui a fait scission avec les sociodémocrates et qui considère, dans une logique qui est celle du Comintern à l'époque, qui est celle de la révolution soviétique, qu'on a affaire à une démocratie bourgeoise qui donc doit être combattue. Donc ça c'est en interne. Et en externe, on a affaire à une étonnante conjonction, on pourrait même dire conjuration quand même, de voisins, de puissances extérieures qui, au lieu d'encourager le développement d'une démocratie en Allemagne, font tout pour l'assassiner dès sa naissance. Alors, ça commence évidemment par le traité de Versailles, qui n'en est pas un, qui n'a de traité que le nom. Ça commence même en amont par les négociations de Versailles, qui n'en sont pas, puisqu'il n'y a pas eu de négociation avec le pays vaincu. C'est la première fois depuis 1648 en Europe, c'est-à-dire depuis qu'on a inventé, depuis 1644 même, depuis qu'on a inventé les conférences de la paix en Europe, que le vaincu n'a pas partie liée aux discussions. Donc tout a été fait, plus
moins consciemment, pour que cette République ne s'affirme pas. République démocratique, République parlementaire, République libérale, au sens où elle assure les droits et libertés fondamentaux du citoyen. Une République qui est d'ailleurs un phénomène endogène à l'Allemagne, puisqu'on peut voir dans 1919, au fond, 70 ans après, la réussite de la révolution de 1848-1849. Et on se rend compte que face à des phénomènes militaires, géopolitiques, financiers, face à des occupations extérieures aussi, l'occupation de la Ruhr en 1923, en violation flagrante du droit international, est une épreuve. L'hyperinflation, n'en parlons pas, une guerre civile quasi permanente jusqu'en 1923, une guerre à l'Est qui se poursuit jusqu'en 1921. Cette République a réussi à s'affirmer, et au fond, il a fallu un choc exogène terrible, qui est celui de la grande crise financière américaine à partir de l'automne 1929, pour que la République vacille, puisque l'économie allemande était, on peut dire, sous perfusion de capitaux étrangers, et essentiellement de capitaux américains et britanniques, lesquels capitaux américains se sont retirés quasi instantanément à l'automne 1929. Alors cela a engendré, on le sait, une crise sociale majeure, puisque 3 ans plus tard, à l'été 1932, on se retrouve avec environ 20 millions de chômeurs en Allemagne, si on additionne les chômeurs à temps complet, les chômeurs à temps partiel et les chômeurs non déclarés et non repérés. Alors tout cela, évidemment, suscite un mécontentement profond, structurel de la société allemande, mais ramener ou rabattre les causalités, ce qu'on appelle l'étiologie en médecine, de la fin de la République, à une seule consécution un peu mécanique de l'économique vers le social et vers le politique, il faut, puisqu'on se rend compte qu'il y a un retournement de conjoncture en réalité dès l'été 1932, donc bien avant que les nazis arrivent au pouvoir. Les nazis vont être opportunistes et vont bénéficier de ce qu'on appelle en économie un effet d'aubaine, puisqu'ils vont bénéficier d'un retournement de conjoncture un peu mystérieux, on va dire, au niveau international, qui n'a rien à voir avec leur politique de relance. Leur talent, ça va être évidemment d'opérer une politique procyclique qui va encourager cette relance, mais elle se fait indépendamment d'eux, puisqu'on voit que tous les indicateurs se retournent dès l'automne 1932. Le nombre de chômeurs baisse, le nombre de faillites s'inverse, les taux d'intérêt bougent. Enfin, tout cela montre qu'il y a une reprise, et que dès lors, on ne peut pas, en réalité, attribuer à la causalité mécanique de l'économique et du social une crise politique qui, en raison de faiblesses inhérentes ou endogènes à la République, aurait provoqué sa chute. En réalité, non. C'est quelque chose qui est totalement différent. Quand on resserre la focale sur l'année 32 et singulièrement sur le second semestre de l'année 1932, on se rend compte qu'il y a un retournement de conjoncture à la fois économique et social, mais aussi politique, puisque parmi les grands bénéficiaires de la crise, il y avait évidemment les nazis, qui avaient explosé littéralement électoralement, et qui là vont exploser dans un autre sens, puisque à l'automne 32, les nazis s'effondrent électoralement. Et on se retrouve face à un problème historique intéressant, qui est que à la fin de l'année 1932, suite à une série de défaites électorales, les nazis sont en voie de perdition, sont en train de disparaître de la vie politique allemande. Eux-mêmes le disent, on peut leur faire confiance, et Goebbels et Hitler disent que c'est terminé. Le parti est en voie d'explosion, il y a des défections un petit peu partout, à la base, dans le cadre intermédiaire et au sommet. Et malgré malgré cet état de fait qui est acté par tout le monde, par tous les observateurs et tous les acteurs politiques allemands, un mois plus tard, Hitler se retrouve à la chancellerie. Donc, manifestement, il s'est produit quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la dynamique inéluctable, mais qui est de l'ordre du politique au sens le moins noble du terme. Je fais comme si j'avais un micro et que je pouvais parler, mais voilà, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Merci, on va s'échanger ce micro. Alors, on va voir quelles sont précisément les étapes intermédiaires. Il n'y a pas donc de mécanique de caractère inexorable, il n'y a pas de fatalité. Donc, dans ce livre, on comprend qu'il y a déjà
un moment charnière sous la présidence d'Hindenburg, après Herbert, qui est celui de la dissolution de juillet 1930, avec un chancelier qui est Heinrich Brüning, qui va faire dissoudre l'Assemblée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, juillet 1930, cette rupture et ce pari qui est fait? En l'espèce, il faut peut-être remonter un petit peu en amont jusqu'en 1928. En 1928, on a des élections au Reichstag, qui sont des élections législatives au niveau national, qui sont gagnées en majorité relative, ça nous rappelle deux, trois choses, qui sont gagnées en majorité relative par les sociodémocrates. Et comme à l'époque, on respecte le résultat des élections, eh bien, le maréchal Hindenburg, qui est président du Reich, élu en 1925, nomme un social-démocrate chancelier. Charge de former le gouvernement, ce qui se fait dans toute démocratie qui se respecte, vous le savez. On charge le représentant du parti ou de la coalition ayant en tête de former le gouvernement, on charge à lui de se présenter devant le Parlement et d'être renversé ou pas. Et le nouveau chancelier, Hermann Müller, fait un gouvernement de grande coalition entre le SPD, le Parti social-démocrate, et la droite. Le phénomène de la grande coalition, qui est encore vivant, comme vous le savez aujourd'hui en RFA, était déjà présent depuis 1923, la grande coalition, c'est sous Stresemann à partir de l'automne de 1923. Il se trouve que Hindenburg a eu du mal à nommer le social-démocrate en question, Hermann Müller, qui pourtant n'était pas très méchant, hein, c'était des social-démocrates allemands des années 20, sont des gens très polis, très respectueux, qui feraient passer Boris Vallaud pour un excité, si vous voulez. Hein. C'est des gens très tempérés, très modérés, dans un parti qui est marqué par un phénomène d'oligarchie. Hein. Le sociologue Robert Michels, dès avant la Première Guerre mondiale, a travaillé sur le SPD comme exemple d'une oligarchisation politique quand une organisation politique devient autotélique, hein, devient une fin en elle-même, puisqu'elle fait vivre par les mandats électifs son personnel et ses cadres. Donc les sociodémocrates ne sont pas très, très agressifs. Hein. Et pourtant, Hindenburg met 3 semaines, là aussi ça rappelle d'autres procrastinations, mais 3 semaines à nommer le chancelier qu'il ne reçoit même pas. Tellement lui, alors qu'il est un homme de 84 ans à l'époque, maréchal de l'Ancien Régime, incarnation de la Prusse rediviva, hein, quasiment, a un rapport de révulsion, hein, littéralement, vis-à-vis des sociodémocrates qui considèrent comme d'affreux marxistes, des rouges, quasiment des communistes. Bref, il est hors de question de parler avec ces gens-là. Ce gouvernement-là va mener une politique, c'est une politique de grande coalition, hein, donc de compromis avec la droite, mais quand même, il y a des mesures sociales qui passent. On va rehausser les minima sociaux, on va développer l'assurance chômage. Le gouvernement va même s'interposer comme médiateur, c'est la loi, hein, dans un conflit social très dur à l'automne 1928 dans la Ruhr, au bénéfice des grévistes. Et donc ça, c'est quelque chose qui incite le patronat, et en l'occurrence le RDI, hein, le MEDEF de l'époque, le Reichsverband der Deutschen Industrie, le Langnam-Verein, enfin toutes les organisations patronales, à rentrer en guerre ouverte, hein, contre le gouvernement, tellement il est devenu insupportable au patronat allemand d'avoir des sociodémocrates au gouvernement. C'est vrai que ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé en réalité, hein, au niveau du Reich, pas en plus, c'est pas dans les Länder, mais au niveau du Reich, ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu des sociodémocrates, et donc il rentre en guerre avec une série de conférences, de publications, pour prôner que une once de politique de gauche est insupportable, toute idée de redistribution sociale ou fiscale est vraiment folle et mène l'Allemagne à sa perte. Là aussi, il y a quelques échos contemporains qui sont assez intéressants. Dans ce contexte-là, ce gouvernement-là démissionne au printemps 1930. Les ministres de droite, en réalité, font échouer le gouvernement et démissionnent. Il y a des désaccords avec les sociodémocrates sur la réponse à apporter à la crise. La droite prône la déflation, c'est-à-dire l'austérité budgétaire, et la gauche prône une politique de relance du pouvoir d'achat par la dépense publique dans une aspiration quasiment keynésienne. Keynes est déjà connu à l'époque, même s'il n'a pas publié son grand opus de 1936. Démission du gouvernement et nomination, effectivement, tu l'as évoqué, du chancelier, enfin d'un parlementaire du Zentrum, ce parti catholique du centre, qui est le docteur Brüning, docteur en économie en l'occurrence, spécialiste des finances publiques, et qui est à la tête d'un gouvernement de droite, sans majorité donc, mais qui va gouverner
par l'article 48 alinéa 2 de la Constitution de Weimar. L'article 48.2, à une décimale et à une unité près, ça évoque autre chose, mais c'est par hasard, puisque de fait, la Constitution de 1958 est directement dérivée de cette Constitution tordue et violée à partir de 1930. C'est quelque chose qui est tout à fait avéré et étudié par mes collègues juristes, je pense à Stéphane Pinon, je pense à Olivier Beau, qui vont très bien montrer le rôle charnière de René Capitan, professeur de droit à l'Université de Strasbourg en 1930, depuis 1930, dans cette conception d'un présidentialisme robuste, on va dire, vigoureux, inspiré de la pratique de la présidence par Hindenburg. Et cette pratique-là consiste à détourner un article, l'article 48.2, qui avait été pensé par les constituants en 1919 comme étant une réponse exceptionnelle à l'extraordinaire. Typiquement, on avait élaboré des pouvoirs exceptionnels pour le président du Reich en cas de pandémie, d'invasion, de catastrophe naturelle, bref, ce que l'on imagine comme source des pouvoirs exceptionnels. Sauf que là, on va mobiliser l'exceptionnel, non pas pour faire face à l'extraordinaire, mais pour faire passer l'ordinaire du gouvernement, c'est-à-dire du budget. Les premières ordonnances de l'article 48.2 signées par Hindenburg à la demande du chancelier Brüning sont des ordonnances pour faire passer une taxe sur le tabac, une taxe sur la bière, etc. Et c'est dans ces circonstances-là, effectivement, que, alors que ce n'est pas du tout prévu par la Constitution, le SPD a fait usage de l'article 48 alinéa 3, qui permet de déposer une motion de censure pour annuler les ordonnances. Elle est votée à la majorité du Reichstag, et comme les ordonnances du président Hindenburg ont été rejetées, le président Hindenburg, alors que rien ne le prévoit dans la Constitution, décide de faire usage de l'article 25 et de dissoudre le Reichstag. Et dans la vacance du Reichstag, pendant les quelques semaines qui séparent juillet, dissolution, de septembre, élection, septembre 1930, le président Hindenburg re-signe les mêmes ordonnances, avec en face aucun parlement, puisque aussi bien le Reichstag vient d'être dissous, et donc il ne peut pas être fait usage de l'article 48.3. Ce qui, alors là, pour le coup, est une forfaiture. Rien ne l'empêche légalement, mais c'est un viol manifeste sinon de la lettre, du moins de l'esprit de la Constitution de 1919, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de parlement face à ces ordonnances. Cette dissolution conduit à l'élection d'un nouveau Reichstag, et c'est là que les nazis entament leur explosion électorale, puisqu'ils passent de 2,5 à près de 18% des voix en septembre 1930. Et dans ce contexte-là, le SPD, les sociodémocrates, se disent qu'il faut éviter à tout prix une nouvelle dissolution qui ferait monter les nazis, et adoptent une politique de tolérance, Tolérierungspolitik, littéralement, politique de das kleinere Übel, du moindre mal, qui consiste à, au fond, pendant 2 ans, à ne plus déposer de motion de censure contre Brüning. Donc Brüning va avoir une autoroute devant lui, il va faire signer à qui mieux et à Thiers Larigot des ordonnances de l'article 48.2 qui sont des monstruosités juridiques, puisque, encore une fois, rien ne permet dans la Constitution de faire passer l'ordinaire par l'exceptionnel. Et par ailleurs, il va mener une politique atroce, un politique social. Ça va être une déflation violente, brutale, qui va littéralement faire cracher du sang au peuple allemand. Le tout pour favoriser, c'est du moins la rationalité économique derrière, la compétitivité de l'industrie allemande en baissant les coûts du travail, en baissant les coûts de production pour une compétitivité de l'exportation. Ce qui est absurde, puisque une telle politique, qui a des conséquences humaines violentes, ça tue des gens en fait, eh bien une telle politique peut faire gagner 5, 6, 7% de compétitivité, mais c'est à la merci d'un trait de plume de l'étranger. Et ça n'arrive pas. 1 an plus tard, en septembre 1931, les Britanniques dévaluent la livre sterling de 40%, donc allez-y, vous avez gagné 10% de compétitivité, les autres vous mettent 40% dans la figure, c'est un échec complet. Et malgré ce, les sociodémocrates vont continuer à soutenir Brüning, aussi parce qu'au sein même de leur parti, qui est un petit peu cliniquement mort d'un point de vue cérébral, au niveau de la réflexion politique et économique, le pape des questions économiques au sein du SPD, le docteur Hilferding, qui est ministre des Finances du Reich, estime que Brüning fait bien, que cette politique de déflation violente, que pratiquent toutes les droites, Hoover, les conservateurs britanniques, Laval, puis Flandin en France, cette politique est
échec partout, eh bien, est la seule politique qui vaille, puisque ça, dans une logique darwinienne, ça va purger l'économie de ses rameaux les plus malades, les plus faibles, et donc promettre à l'extraction ce qui devait mourir. Donc, au-delà de la politique de tolérance, en réalité, chez le SPD, il y a une approbation de la politique de Bruning. Mais quelle est véritablement la visée politique de Bruning? Bruning, il est missionné en réalité par l'entourage du président Hindenburg, qu'on appelle la Camarilla, la petite chambre, le petit cabinet, qui est un aréopage d'amis, de conseillers proches. Donc il y a un militaire, le général von Schleicher, comme lui, comme Hindenburg. Il y a un grand propriétaire terrien, le comte Erhard von Oldenburg-Januschau, qui est un grand propriétaire, un Junker de l'Est. Vous avez des banquiers, des industriels, et vous avez le propre fils d'Hindenburg, Oskar von Hindenburg, qui est officier lui-même de carrière, officier raté, qui est nommé gros chef d'état-major particulier du président lorsque son père est élu en 1925. Et qui a un rôle d'autant plus néfaste que pour un Hindenburg vieillissant, en fait, l'accès à la personne du président se passe par le fils, qui, pour le dire poliment, est en grande détresse intellectuelle, on va dire. C'est excessivement malin, et qui se retrouve doté d'un pouvoir délirant, puisque c'est lui qui contrôle vraiment l'accès à la personne du chef de l'État. Le chef de l'État qui a un pouvoir considérable sous la République de Weimar, puisque nous en avons hérité, encore une fois, pouvoir de dissolution, pouvoir d'exception, pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires, au gouvernement, etc. Et tout ça passe par le fils qui, par ailleurs, est un corrompu très bien. Et donc, cet entourage-là, et Bruning l'a révélé dans ses mémoires, au moment où il est mort, il a autorisé la publication posthume de ses mémoires. Bruning dit clairement que dès le printemps 1929, il avait été approché, pressenti par le général von Schleicher pour prendre la tête d'un gouvernement qui sera un gouvernement de droite, violemment déflationniste, et qui ferait les réformes, le terme apparaît déjà à l'époque, les réformes qui s'imposent, qui purgerait l'Allemagne de la gauche et qui préparait en fait le retour de la monarchie. Donc, Bruning est un monarchiste. Bruning est un nostalgique de l'Empire. Il fait partie de ceux qu'on appelle les Vernunft-républicains, les républicains de raison, qui se sont résignés à la République et à la démocratie, mais qui veulent le retour des Hohenzollern. Et il travaille dans cette idée-là. Ses autres objectifs à Bruning, c'est le rétablissement de la santé économique de l'Allemagne. Alors, il est un véritable Diafoirus de l'économie. Il va saigner le malade et qui va mourir guéri. Vraiment, c'est un homme très révélateur des élites universitaires économiques de l'époque qui ne jurent que par la déflation, les coûts budgétaires, les licenciements de fonctionnaires, etc., qui sont incapables de penser une politique de relance par la demande. D'ailleurs, dans ses mémoires, à un moment, il raconte que lors d'une tournée du professeur Keynes en Allemagne, il l'invite à boire le thé et il le tense vertement en disant « Cher professeur, vous nous gâchez le travail parce que vous racontez n'importe quoi, un petit peu comme le pauvre Ducman aujourd'hui se fait tenser par des illettrés en économie ou des illettrés de cours. » C'est assez marrant de voir Bruning se faire enguirlander de voir Keynes se faire enguirlander par Bruning. Donc il croit que sa politique va mener à des résultats, ce qui n'est pas le cas, c'est une catastrophe, vraiment une catastrophe. C'est un côté procyclique, mais dans la dégradation, vraiment une spirale déflationniste. Et par ailleurs, on a prêté aussi à Bruning, et parfois il semble confirmer, une intention un peu machiavélique, qui serait de saigner l'Allemagne pour montrer qu'elle ne peut pas payer les réparations. Et de fait, un des objectifs de Bruning, qui passe beaucoup de temps à Lausanne et à Genève, c'est de négocier la fin des réparations, ce qui est acté. Bruning a réussi de ce point de vue-là, puisque en gros, à partir du traité de Lausanne de juillet 1932, les réparations s'est terminées. Même quelques mois auparavant, il y a eu le moratoire ouvert sur les réparations, mais juillet 1932, les réparations c'est fini, et il n'y a plus que quelques Français pour se bercer d'illusions qu'un jour peut-être les Allemands rembourseront, mais jamais. Mais pendant ce temps-là,
quelle est la progression du NSDAP? C'est-à-dire, on connaît la suite du projet génocidaire à partir de l'été 41, mais quel est le discours des nazis à ce moment-là, c'est-à-dire entre 1930 et 1932, et comment sont-ils perçus par les élites économiques, par ce cercle Hitler et les nazis, comment sont-ils perçus par le cercle d'Hindenburg? Une autre question aussi, comment ce parti se distingue du Parti national du peuple allemand, des NVP, qui fait partie aussi de l'extrême droite. En effet, il y a en Allemagne depuis 1928 deux grands partis à la droite de la droite, deux partis d'extrême droite. Le DNVP, Deutsche Nationale Volkspartei, le Parti national du peuple allemand, qui est dirigé par un milliardaire magnat des médias, qui s'appelle Alfred Hugenberg. Et vous avez le NSDAP, le Parti national socialiste du peuple allemand, des travailleurs allemands, pardon, dirigé par Hitler. Leur message ne se distingue pas en réalité. On a dans les deux cas une détestation radique de la gauche, qu'elle soit communiste, socialiste ou syndicale. Même les syndicats chrétiens sont qualifiés de marxistes et doivent disparaître. Une détestation de ce que l'extrême droite appelle à l'époque le Kulturbolschewisme, c'est le bolchevisme culturel, on appelle ça le wokisme aujourd'hui. C'est jamais défini, on ne sait pas ce que c'est, mais en gros ça fait peur, parce qu'il y a le bolchevisme dedans, et ça subsume tout ce qui fait peur à la droite, en gros, l'émancipation des femmes, la progression de l'homosexualité, l'art moderne, la vie en ville, le cinéma contemporain, tout ce qui a trait à la justice fiscale et sociale, tout ça c'est du bolchevisme culturel et c'est à vomir. Ils sont ultranationalistes, ils sont racistes, ils sont antisémites, et donc ils sont d'accord à peu près sur tout. Mais ce qui est fou, c'est que dans cette espèce de maelstrom d'idées nauséabondes, ce maelstrom-là est partagé par la droite plus respectable et moins portée à défiler au pas de loi. Le Zentrum, qui avait été parti du centre catholique, qui avait été un des fondateurs de la République de Weimar, a dérivé vers la droite, vers l'extrême droite, depuis 1928-1929, sous la direction de Monseigneur Katz. Et quant aux autres partis, qui sont une configuration libérale autoritaire, ils partagent aussi ces idées-là avec les nazis. Alors les nazis sont assez habiles électoralement et assez marketeurs du point de vue du marketing politique. J'emploie ce terme à dessein parce que c'est dans ces termes-là qu'ils pensent. Ce sont des enfants de la société de consommation, de la publicité, de l'industrie moderne contemporaine. Et Goebbels, très habilement, pense son activité de propagandiste comme une activité de publicité, de publicitaire. Donc, ils se sont rendus compte que insister sur l'antisémitisme, bon, ça leur fait plaisir, bien sûr, ça fait plaisir aussi à la base, radicalisée, mais la base radicalisée votera toujours pour vous, c'est un électorat captif. Les SA de Franconie ne vont pas voter subitement pour les sociodémocrates, il n'y a aucun risque. Mais par contre, si ça flatte le cœur nucléaire du parti nazi, ça ne permet pas de gagner des parts de marché électorales. Et là encore, j'emploie cette métaphore atroce, mais qui est la leur. Ils pensent en publicitaire, ils pensent en marketeur, ils pensent en entrepreneur du politique. Être antisémite et promouvoir des messages antisémites ne permet pas de gagner, de mordre sur de nouveaux électorats, et au contraire, ça aurait plutôt tendance à dégoûter des gens qui voteraient volontiers nazis, mais là, qui trouvent que quand même, ce que dit M. Streicher dans ses journaux antisémites n'est pas correct, n'est pas poli, ça ne se fait pas, etc. Et il y a tout un électorat donc, qui se tient à distance des nazis pour ça, et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'à partir de 28, en réalité, les nazis mettent en sourdine le message antisémite. Et jusque tard, en fait, parce que là je travaille sur la suite des irresponsables, sur l'année 1933, et je me rends compte que dans les discours publics, et jusqu'au Conseil des ministres, les chefs nazis ne parlent pas des juifs avant, au plus tôt, le 20 mars 1933. Ce qui est tard, c'est 2 mois après l'arrivée des nazis au pouvoir. Ensuite, ça va aller crescendo. Mais dans un premier temps, ils trouvent que ce n'est pas une bonne idée,
Et ils vont s'en rendre compte également, le 1er avril 1933, quand ils seront au pouvoir, ils vont faire un grand boycott des magasins, des avocats et des médecins juifs, qui va être un échec. Un échec total, parce que la population allemande n'est pas plus antisémite qu'ailleurs. Elle le serait plutôt même moins. Et donc, c'est être orthogonal, au fond, à la logique démoscopique, que de promouvoir un message antisémite dont on ne le fait pas. Autrement dit, il y a une possibilité d'union des droites. Et de fait, Brüning a proposé, dès septembre 1930, après les résultats, il était un peu républicain quand même, donc il a proposé aux nazis d'entrer au gouvernement. Il leur a proposé des postes ministériels. Les nazis ont refusé parce qu'ils sont maximalistes, ils veulent bien des postes, mais ils veulent également la direction du gouvernement, ce qui sera finalement acté en janvier 1933. Par ailleurs, le général von Schleicher, qui va devenir ministre des armées en juin 1932, avant de devenir chef du gouvernement, tiens donc lui aussi en décembre, lui aussi travaille à l'union de droite. Lui aussi dîne avec des responsables de l'extrême droite. Il y a des conciliabules, des négociations secrètes, et Schleicher va aller très très loin dans les concessions, dans les compromissions, puisque lorsqu'il est nommé ministre dans le gouvernement de von Papen en juin 1934, il achète la tolérance, pas la participation, hélas pour lui, mais la tolérance des nazis en dissolvant le Reichstag, en permettant, disant à Hindenburg de dissoudre le Reichstag, et deuxièmement en réautorisant les SA et les SS, qui va conduire à un carnage lors de la campagne électorale de l'été 1930 en Allemagne, avec une centaine de morts politiques du fait des SA et des SS. Donc cette droite-là est allée très loin dans la volonté d'agréger les nazis par des concessions, des minauderies, des câlineries, bref. Et ce qui est très intéressant, mais on en parlera peut-être après, c'est qu'il y a des gens qui ont compris que les nazis n'étaient finalement pas fiables politiquement, et Schleicher en fait partie. Et justement, est-ce qu'on peut poursuivre là-dessus? Parce que, par exemple, pour Hindenburg, ou en parlant tout à l'heure de Brüning, il y a vraiment cette idée de la restauration de la monarchie. Hindenburg, il est vraiment partie des grands propriétaires terriens. Il y a cette idée d'un pouvoir naturel. Et donc, quelle est leur perception de cet homme, peut-être déjà perçu comme ce petit hystérique moustachu? Comment ça cohabite? Est-ce que finalement les nazis, dans cette idée de marketing et donc d'adaptation parfaite à ces idées-là, est-ce qu'ils réussissent à séduire d'une certaine façon? Alors effectivement, il y a un mépris qu'on pourrait qualifier de mépris de classe ou de caste de la part d'un Hindenburg, mais aussi d'un von Papen, qui est nommé chancelier le 4 juin 1932, et qui considère vraiment Hitler pour ce qu'il est socialement, c'est-à-dire moins que rien. Von Papen, il est millionnaire, il est aristocrate, il est sorti lieutenant-colonel de sa carrière, rapidement arrêté d'officier de cavalerie. Hindenburg, maréchal du Reich, grand propriétaire terrien, comme tu disais, et aristocrate de longue lignée. Hitler est sorti du caniveau pour eux, puis en plus c'est un homme du Sud, c'est un catholique, il parle avec un accent à couper au couteau qui serait l'équivalent de l'accent de Jean Castex aujourd'hui ou de Jean-Michel Apathy, vous voyez. Non mais c'est comme ça qu'on entend Hitler quand on a une oreille prussienne ou westphalienne. L'accent d'Hitler, c'est un accent du Sud, quoi. C'est un accent de beauf du Sud. Bon. Donc on ne prend pas ce type-là au sérieux. Par contre, il y a des gens qui l'ont pris au sérieux très tôt et qui vont faire en sorte de faire le lien entre la hiérarchie nazie et les gens qui comptent en Allemagne, c'est-à-dire les milieux économiques, alors les grands propriétaires terriens, les grands agrariens, dont Hindenburg, et la banque et l'industrie. Et on se rend compte qu'il y a une petite équipe, j'en parle dans le livre, c'est assez intéressant, c'est des journalistes économiques, des journalistes de la presse économique, qui sont des gens de droite, et qui se disent que finalement, dès le début des années 30, les nazis c'est une bonne idée. Et donc ils vont se mettre au service des nazis en leur donnant leur carnet d'adresse, leur réseau, leur influence, pour faire le lien entre, en gros, patronat et les nazis. Et il y a également, alors ça c'est la prise de guerre fabuleuse, un ralliement du
Dr Schardt, Dr Yanmar Schardt, ancien président de la Reichsbank, héros de l'histoire monétaire allemande, puisqu'il a sauvé la monnaie allemande en 23-24, il a recréé une monnaie quand même, et qui, alors lui, dispose non seulement d'un réseau incroyable et national, mais aussi international. Yanmar Schardt, c'est un génie de la finance au niveau mondial. Et lui se rallie dès 1930. Et lui aussi met à son service, met au service des nazis son carnet d'adresses, etc. Et le lien se fait comme cela, et on se rend compte que des pans entiers de l'économie allemande basculent du côté nazi. Alors, les grands agrariens, c'est plié dès début 1930. Les PMI, PME aussi. Ce qui hésite encore un petit peu se situe dans la très haute finance et dans la très grande industrie, mais on peut dire que à l'automne 1932, leur choix est fait. Ils veulent Hitler. Ils veulent Hitler pour plusieurs raisons, qui est d'une part l'antimarxisme. Hitler promet au patron, il leur promet explicitement, il fait un grand discours devant le club de l'industrie de Düsseldorf, qui est le grand club patronal allemand, en janvier 1932, où il leur dit plusieurs choses. Il leur dit, avec moi, plus de démocratie, plus de gauche, plus de syndicats. Il va tenir toutes ces promesses-là. Et avec moi, par ailleurs, vous serez à nouveau les maîtres dans votre propre maison. Parce que la République de Weimar est née avec des accords de paritarisme économique, du 15 novembre 1918, reconnaissance des syndicats, démocratie d'entreprise, accord que le patronat avait signé dans la panique, comme ils le feront en 1936 ou en 1968, pour lâcher du lest. Mais ce que promet Hitler, c'est la revanche sur 1918. Et il va leur donner, il va leur offrir. Par ailleurs, il leur promet évidemment, avec des projets de réarmement et de conquête et de colonisation de l'Europe, des carnets de commandes pleins et une prospérité indéfinie. Puisque, de fait, le réarmement allemand promet de faire marcher à jet continu les fondamentaux de l'économie allemande. La chimie, l'électricité, le charbon, l'acier, la mécanique, etc. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Donc, ils ont décidé d'embrasser la cause Hitler parce que, au fond, ce que leur avait proposé von Papen les séduisait beaucoup, mais ne leur suffisait plus. Von Papen, qui est nommé chancelier à la suite de Brüning, à la suite de l'échec de Brüning, le 4 juin 1932, lui, c'est un libéral autoritaire. Libéral autoritaire, puisqu'il veut mener une politique pro-patronat, politique de l'offre, donc subvention massive aux entreprises, crédit d'impôt, dérégulation sociale et du droit du travail, là aussi, bon, ça évoque deux, trois choses plus contemporaines, et autoritaire, parce que, là aussi, il estime que la démocratie, bon, ça va bien 5 minutes, mais elle pose problème quand la gauche gagne. Alors la solution, c'est de ne pas respecter le résultat des élections, ce qui se passe en Allemagne depuis quelques années à ce moment-là, mais in fine, quand votre socle électoral s'effondre de plus en plus, parallèle intéressant peut-être aujourd'hui là encore, lorsque vous n'avez plus aucune base socio-électorale, ça peut susciter des mouvements sociaux d'ampleur et menaçants. Donc von Papen estime qu'il faut passer à un régime présidentialiste quasi monarchique, avec l'aide de Carl Schmitt, qui est un juriste conseiller du gouvernement à ce moment-là, et précisément le terme de libéral autoritaire naît à cette époque, à l'automne 1932, pour désigner la politique de Papen et les projets d'abolition de la démocratie en fait par un présidentialisme accru. Et à la fin de tout ça, l'achèvement de cette logique-là, au fond, ce qui est le plus clair, le plus franc, le moins hypocrite, c'est clair dans cette logique-là. Et c'est cette solution-là qui est adoptée, d'ailleurs, dans un dispositif qui est un dispositif de coalition entre la droite et l'extrême droite, entre von Papen, vice-chancelier, et Hitler, chancelier, le 30 janvier 1933. Ce qui est très intéressant, c'est que le gouvernement qui est nommé le 30 janvier 1933, je dis bien nommé, il ne repose sur aucune majorité, sur aucune dynamique électorale, sur rien. Il y a ce gouvernement-là n'est pas appelé par la presse allemande et internationale le gouvernement Hitler ou le gouvernement nazi. Personne ne dit ça, personne. Lorsque vous lisez la presse du moment, on vous parle du gouvernement Hitler-Papen, Hitler-Papen-Hugenberg, Hitler-Papen-Hugenberg-Zelte, pour bien montrer qu'il s'agit d'un gouvernement de coalition de toutes les familles de la droite, les libéraux autoritaires, Papen,
les nationaux conservateurs, Hugenberg, Zelte, Stalin, et l'extrême droite nazie avec Hitler. Et lorsque on regarde la composition de ce gouvernement, c'est en fait le gouvernement von Papen de juin 1932. C'est le même, avec des nazis en plus, et on se retrouve avec un gouvernement de 12 membres avec seulement 3 nazis. 3 nazis sur 12, c'est beaucoup quand même. Ils sont ultra minoritaires, et de fait, l'analyse qui prévaut à la fin janvier 1933, c'est que Papen est un génie. Il a réussi à agréger à un extrême centre, je reprends ici le terme, puisque nous sommes à Orléans, de mon collègue Pierre Cerdin, qui a élaboré ce terme-là. Il a réussi à agréger à un extrême centre, Kakoshim en réalité, agonisant, finissant, qui ne représentait plus rien socio-électoralement, à lui agréger l'extrême droite. Une extrême droite, certes, en dévissage, pour ce qui est des nazis, mais un dévissage compensé par la progression du DNVB. Parce que quand les nazis se cassent la figure à l'automne 1932, le DNVB, lui, remonte. Il y a tout un électorat bourgeois, je vous le disais, qui, alors, c'est pas pour des raisons d'antisémitisme de nazis, parce qu'ils ont mis la sourdine là-dessus, mais il y a un électorat bourgeois qui s'était rabattu sur les nazis, mais qui a compris que les nazis étaient parfois un petit peu violents dans la rue. Les violences de l'été 32, qui se sont poursuivies d'ailleurs à l'automne. Donc il y a un électorat qui est en quête d'ordre, qui estime que les bandes de SA vociférant dans la rue sont peut-être pas forcément le gage d'une sécurité publique et d'une paix civile certaine. Et donc cet électorat-là rentre dans son lit de droite traditionnel. Et donc ce gouvernement-là, ce gouvernement de coalition du 30 janvier 1933, est en réalité interprété par les contemporains comme étant un coup de génie de von Papen, qui a triangulé et qui a réussi à agréger extrême droite et extrême centre. Et d'ailleurs, on parlait de mépris de classe et de mépris de caste. Il y a une phrase très révélatrice de von Papen, en réalité dans les jours qui suivent la constitution de ce gouvernement Hitler-Papen. Il dit à un moment à un de ses amis, aristocrate et grand propriétaire terrien comme lui, il lui dit Wir haben uns engagiert. Et je le dis en allemand, non pas par pédanterie, parce que le terme qu'il emploie, c'est engagiert. Hitler, on se l'est engagé, dit-il. Et pour une oreille de journaliste, le terme engagiert, c'est de l'allemand aristocratique, c'est du français germanisé, et ça veut dire tout simplement donner des gages à quelqu'un. Donner des gages à un laquais, à un domestique, à un intendant, à un majordome. Engager, c'est donner des gages. Et on va donner des gages à, c'est-à-dire de l'argent, à ce petit chose-là, venu de son caniveau viennois, qui parle avec un accent du sud à couper au couteau, qui n'est rien socialement, et que l'on va, comme le dit von Papen, tellement acculer dans un coin de la pièce qu'il va couiner. C'est ce que dit Papen. Hitler, c'est rien, j'en fais ce que je veux. Et on voit bien là que c'est le fruit quand même d'un choix, parce que c'est le moment où le parti nazi s'effrite en plus, les victoires sont passées. Goebbels d'ailleurs en témoigne, c'est une source très intéressante, qui est connue, mais qui est une source très intéressante, le journal de Goebbels, donc croyant neutraliser véritablement, stratégie de von Papen de penser neutraliser à ce moment-là Hitler. Mutatis mutandis, j'ai écrit ce livre à l'été 2024 et forcément il y a quelques résonances entre le présent et le passé, c'est toujours le cas en histoire, bien sûr, mais mutatis mutandis, cette idée que on a affaire à des incompétents, des amateurs, à des gens sans réseau qui sont démunis face à des politiciens madrés comme Papen, ça rappelle quand même le projet d'un président de la République qui estimait que lui ferait qu'une bouchée d'un mardet après ministre. Quand même. Attention, parce que le calcul de l'extrême centre à l'époque, ça a été de se dire bon, on a les réseaux, on a l'argent, on a l'héritage, on a l'expérience, on a tout, on a le nom, on a l'habitus social, la culture, etc. Donc on va pouvoir manipuler ces crétins mal dégrossis. Ce calcul-là, qui consiste à additionner des pourcentages
faisant une simple arithmétique statique. Moi, l'extrême centre, je représente plus que 8% de l'électorat, paf, je m'agrège ce qui reste des nazis, c'est-à-dire quand même 33%, et donc je fais des additions. Tout cela fait fi, par raisonnement statique, de la dynamique politique. Et tu parlais du journal de Goebbels, mais lorsqu'on lit le journal de Goebbels, à l'été 1932, en août 1932, il dit très clairement, en gros, ces crétins de bourgeois vont nous donner le pouvoir, mais ils ne se rendent pas compte qu'on ne leur rendra jamais. Jamais. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Hein. Je peux vous dire qu'en ce moment, je lis beaucoup sur l'incendie du Reichstag, c'est-à-dire quelque chose, un événement qui produit une accélération en termes de dynamique, de répression, de violence et de viol de l'état de droit. On y est, hein, en ce moment aux États-Unis. Il y a cette idée de Goebbels, qui est une idée de radicalité politique et de fanatisme, hein, il ne s'en cache pas, elle est incompréhensible pour un von Papen, qui évidemment ne raisonne pas comme ça. Von Papen, c'est le crétin autosatisfait. Mais tout le monde le décrit comme ça, hein. Il est navrant d'auto-infatuation et de bêtise, ce qui là aussi rappelle deux, trois choses, parce que c'est quelqu'un qui est persuadé d'être un génie politique. Et qui dit fin janvier 1933, c'est quelqu'un que je vais acculer dans un coin de la pièce et il va couiner. In fine, c'est Papen qui couine, hein, et salement. Hein, parce que 18 mois plus tard, il passe à ça d'une balle dans la tête, hein, au moment de la nuit au couteau. Donc ce calcul de la droite, autre nom l'extrême centre, si vous voulez, qui s'agrège à l'extrême droite, c'est un calcul à très courte vue, parce que ça fait fi des chiens qu'on lâche derrière, et de la monstruosité que l'on permet de se déployer. Parce que lors de la nuit des longs couteaux, on règle son sort à la SA, très bien, mais vous avez quand même des dizaines de morts du côté de la droite traditionnelle qui a mis Hitler en pouvoir, en croyant faire une fabuleuse affaire. Et en se réveillant un peu tard, parce que, mine de rien, la nuit des longs couteaux, elle est provoquée par le discours de Marbourg, du vice-chancelier Papen, le 17 juin 1934, discours très intéressant. Il fait un discours à l'université de Marbourg, il dit bon, écoutez, c'est bien ce qu'on a fait, on a tué des communistes, on a massacré les sociodémocrates, on a détruit les syndicats, on a foutu par terre l'état de droit, c'est parfait. Par contre, il serait inopportun, sans doute, peut-être que cet enthousiasme révolutionnaire alla jusqu'à nier nos droits à nous. C'est-à-dire que moi, quand je lis mon feuilleton dominical dans mon journal favori, je n'aime pas qu'il soit censuré en partie, n'est-ce pas? Donc des communistes en camp de concentration à la fin de l'état de droit pour ces gens-là, fort bien, on était d'accord. Mais sachons raison garder. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que ça les touchait eux aussi et que, évidemment, les nazis n'allaient pas s'arrêter à détruire la gauche, ils voulaient aller au-delà. Et von Papen échappe de peu à l'assassinat, il est protégé par Göring, mais il y a deux de ses conseillers. Les plus proches conseillers de Papen, il y en a un qui se fait mitrailler dans son bureau, à la chancellerie, ça va mieux comme ça. Et il y en a un autre, Edgar Jung, dont on n'a toujours pas retrouvé le corps. Il a disparu un jour, il y a deux SS qui sont venus le chercher, il a disparu, on n'a toujours pas retrouvé. Donc attention, les brillantes idées des OSS 117 qui se prennent pour des génies, attention, l'alliance avec l'extrême droite, on ne sait jamais du tout ça va. Je pense qu'avec les États-Unis sous nos yeux aujourd'hui, on voit. Mais au fond, Johan, comment tu expliques la permanence de ces récits, de ce récit erroné sur les conditions d'accès au pouvoir d'Hitler? Est-ce que c'est le fruit d'un mauvais usage social de l'histoire? Est-ce qu'il s'agit de méconnaissance? Est-ce que c'est une difficulté à interpréter des calculs et des stratégies qui seraient reléguées à de la cuisine politique interne? Est-ce qu'il faut y voir la tentation de faire porter au peuple la responsabilité? Est-ce que ce récit est erroné aussi en Allemagne? Non, en Allemagne, non. On enseigne du moins cette partie de l'histoire à peu près sérieusement dans l'enseignement secondaire. C'est vrai que j'ai fait une petite recension de manuels et de leurs évolutions, de leur évolution plutôt. Et j'en parle dans l'introduction. J'ai
j'étais surpris, hein, parce que j'ai lu dans le manuel de 3e et de terminale aujourd'hui, j'avoue que bon, c'est une complainte habituelle chez les universitaires de déplorer la baisse du niveau depuis Nefertiti, ce qui n'est pas mon cas, parce que je trouve pour le coup mes étudiantes et mes étudiants bien meilleurs que je ne l'étais moi. Mes doctorantes et mes doctorants sont à un niveau exceptionnel par rapport à ce que j'étais à leur âge et à leur niveau. Donc c'est pas du tout mon propos. Par contre, je trouve qu'il y a effectivement, dans le marketing encore peut-être, une espèce de course au moins 10 ans, au moins intelligent dans les manuels qui aboutit ensuite à des opérations ou à des catastrophes intellectuelles. Parce que ce que je lis sur la fin de la République de Weimar dans les manuels aujourd'hui est faux. C'est faux. Tout est faux en fait. Alors, je vous rassure, il n'y a pas grand-chose. Il y a un paragraphe. J'ai comparé aussi en termes d'amplitude. Vous avez des manuels dans les années 80, 90, vous avez au collège 4 pages à la République de Weimar. Oui, ça fait rêver. Hein. Oui, au lycée, je fais 20 pages. 20 pages. Donc 4 pages, 4 doubles pages sur la fin de la République de Weimar. Où là, pour le coup, on faisait un peu l'histoire sérieusement, avec des gens qui étaient peut-être mieux formés, parce que les manuels scolaires étaient rédigés jusque dans les années 2010 par des universitaires. On faisait appel à des universitaires aussi. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a peut-être aussi une perte d'intérêt pour l'histoire allemande et pour cette partie-là de l'histoire allemande qui était très travaillée par, en gros, les organisations politiques, syndicales et partidaires de gauche. Ça faisait partie du cursus honorum lorsque vous étiez, je sais pas, communiste, social-démocrate, syndicaliste, trotskiste, etc. Vous aviez des cours d'histoire où on vous enseignait pieusement, parfois sur les écrits de Trotsky, par exemple, voilà, ce qui s'était passé, la méchanceté des staliniens, etc., la vilainie des nazis. Bon, tout ça était très connu. Il y avait une porosité, au fond, entre les amphis politiques et les amphithéâtres universitaires. Alors ça c'est un petit peu déconstruit, même si certaines organisations aujourd'hui essaient de reconstruire cette éducation populaire, cette culture politique fondée sur l'histoire. D'ailleurs, j'ai observé que effectivement, ce livre a été saisi par beaucoup de responsables politiques ces derniers temps. Il s'est retrouvé sur beaucoup de pupitres à l'Assemblée nationale. Alors, un petit peu moins à l'extrême droite, à l'extrême centre, mais bon, en tout cas, il a été beaucoup cité parce que, de fait, il semble répondre à une demande sociale d'élucidation du moment que nous vivons. Et il donne peut-être quelques repères, ou il redonne quelques repères, quelques concepts, quelques références pour lire ce présent qui nous sidère. Parce que de fait, on semble être sur une pente glissante dont on se demande où elle va cesser. Et très franchement, j'avais bien assez à faire de l'actualité française depuis 2017 au moins, quand j'ai écrit cet ouvrage l'été dernier. Je ne pensais vraiment pas qu'on allait avoir des saluts nazis en Audiovision à Washington, quelques mois plus tard. Vraiment, ça, dans mes cauchemars les plus farfelus, ça n'était pas présent. Et pourtant. Mais là encore, ça obéit à des logiques intellectuelles, culturelles, on va dire, qui sont tout à fait élucidables et décodables par l'histoire et par l'histoire des historiens. Et je me rends compte qu'effectivement, c'est une offre intellectuelle qui répond à une demande sociale. Ça, je le vois très clairement. Dans les rencontres, effectivement, il y a du monde, dans les chiffres de diffusion du livre, dans les discussions que je peux avoir. Le fait que des historiennes et des historiens se saisissent à nouveau de ces sujets-là, pour essayer de penser la comparaison avec les années 30, est-ce qu'elle est pertinente ou pas, etc., parce qu'on en parle beaucoup, pour penser la montée ou la remontée du fascisme, tout ça participe d'un besoin, on va dire, herméneutique ou heuristique, qui, effectivement, manifestement, n'est pas satisfait par l'enseignement scolaire, les manuels et les programmes. Je ne préjuge pas du tout de ce que font les professeurs en cours, qui sont largement émancipés à la fois des manuels, mais parfois aussi des programmes, en dépit du flicage des inspecteurs. Alors, ce sera ma dernière question avant de passer la parole au public. Il suivra une séance de dédicace, mais pour prolonger ce que tu viens de dire, on ne peut pas ne pas parler de
épilogue où tu affrontes une question qui bien souvent est une interpellation qui est faite à l'historien, justement auquel on demande de faire des liens entre le passé et le présent, de comparer, d'expliciter certains échos contemporains, de tirer les leçons de l'histoire. Là, en l'occurrence, comparaison avec les années 30. Pour certains, il y a une véritable frontière. Là, on voit bien, même dans la liberté de ton qui est la tienne, que les parallèles, tu les suggères, sous-entendant que toi, comme tout le monde, entends ces échos-là. Donc c'est là une position assumée sur ce regard que l'historien aujourd'hui porte sur le passé. J'ai l'impression de faire mon métier, en fait. C'est tout aussi bête que ça. Je pense d'ailleurs souvent à Durkheim, qui pourtant alors, était vraiment le théoricien et le gardien du positivisme scientifique, qui voulait faire de la science sociale une science physique du social, considérer les faits sociaux comme des choses, formuler des lois, enfin... Et Durkheim, pourtant, qui était agrégé de physique dans sa tête, disait que si la sociologie ne devait être que de l'art pour l'art, en gros, elle ne vaudrait pas une heure de peine. Autrement dit, elle devait avoir quelque chose comme une fonction sociale, d'élucidation, de réponse à des questions, à des attentes. L'histoire, c'est la même chose. Alors, effectivement, je vois parfois, j'entends sur des plateaux de télé ou sur les réseaux, certains collègues ou ex-collègues qui prétendent incarner une objectivité immarcessible et pieusement vertueuse. Généralement, c'est pour dire que la dette c'est mal, que la gauche c'est pas possible, et que les pesticides c'est génial. Parfois au rebours de certains acquis de la science, alors qu'eux-mêmes prétendent incarner le camp de la raison. Ensuite, parler d'objectivité, c'est faire preuve d'une naïveté épistémologique vraiment déplorable, parce que on parlait de physique à l'instant, même les physiciens aujourd'hui, ça fait 100 ans d'ailleurs, un peu plus de 100 ans, qu'ils ne parlent plus d'objectivité. Non, ça n'existe pas. On sait très bien qu'il y a une interaction entre le sujet de la connaissance et l'objet de la connaissance, même dans les sciences dites dures, de la matière, etc. Il n'y a pas d'objectivité. Par contre, il y a un impératif, évidemment, irréfragable, d'honnêteté. On instruit à charge et à décharge. On pense contre soi-même. On va essayer de se piéger soi-même pour ne pas dévaler une pente de facilité interprétative. Et surtout, quand on est historien, on essaie vaguement de respecter les sources. Parce que c'est quand même le matériau à partir duquel on va essayer de construire une espèce de lieu géométrique qui est la représentation de la réalité. Et donc, je serais une atteinte à son propre honneur que de déroger à cela. Et ceci étant dit, le contexte général de l'activité d'historien et d'historien, c'est quand même que toute histoire est contemporaine, y compris celle du Paléolithique ou de la Grèce antique. C'est quand même une banalité de le rappeler, mais il y a des séquences historiographiques, il y a des époques historiographiques. On ne faisait pas de l'histoire des femmes en Grèce antique il y a 50 ans. On ne faisait pas de l'histoire environnementale de Rome il y a 30 ans. Maintenant, on en fait. Donc les questionnaires changent. Les questionnaires changent avec les générations, avec les lieux sociaux. Et moi, j'ai un questionnement, je suis assez dépendant de ce que je suis charnellement, statutairement, socialement, géographiquement. J'ai des questions, effectivement, de citoyens, de lecteurs de presse, vaguement préoccupés par ce qui se passe dans mon pays et dans les pays que je connais un peu mieux que les autres. Donc, effectivement, mon questionnaire d'historien, il est dicté par cela. Toute histoire est contemporaine, je reprends la phrase de Benedetto Croce, il faut vraiment le dire, puisque, par définition, le questionnaire que nous adressons au passé est un questionnaire qui s'origine dans le présent. C'est l'évidence même. Il faut en être conscient, il faut le dire, et je le dis ouvertement, et je dis d'où je parle, et à partir
de quel contexte, à la fois politique, intellectuel, social, culturel, je m'interroge. Et je dis également que dans mon plan de travail, dans mon plan de chercheur, de réflexion, je n'avais pas du tout prévu de faire l'histoire politique de la fin de la République de Weimar. Ça me plaît, ça m'intéresse, mais je me suis rendu compte que pour essayer moi-même de comprendre ce qui se passait dans le contemporain, je faisais beaucoup à la volée, comme ça, en cours, avec mes étudiants, des rapprochements avec l'année 1932, avec von Papen, les libéraux autoritaires, etc. Et je me suis dit au bout d'un moment qu'il fallait que je fasse les choses sérieusement. Et quand j'ai vu que l'extrême centre votait, alors là, ouvertement, avec l'extrême droite, sur quelque chose qui était censé être définitoire du macronisme, c'est-à-dire l'ouverture à l'étranger, etc., avec le vote de la loi immigration, là je me suis dit que, effectivement, ce rapprochement, voire cette fusion, que d'autres avaient vu bien plus tôt et bien mieux que moi, Pierre Cernat, Emmanuel Todd et tant d'autres, la fusion macro-européiste. Là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse le travail, donc j'ai lu et relu mes collègues historiens, donc j'ai fait le travail d'historiographie, puis j'ai fait le travail de sources, qui était effectivement très très abondant. On a des sources nouvelles qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus finement dans les processus, au fond, assez sordides, assez médiocres, dictés par des intérêts assez vils. J'insiste beaucoup quand même sur l'entourage du président Hindenburg et sur ce qui, in fine, va décider le vieux, puisque c'est son surnom à l'époque, à aller Hitler à la chancellerie. C'est une discussion qui a lieu entre Hitler et Oskar von Hindenburg le 22 janvier 1933, après 22 heures, chez von Ribbentrop, millionnaire, très bien intégré dans tous les réseaux de sociabilité élitaires de l'époque, où Hitler promet au fils Hindenburg qu'on ne touchera jamais à la propriété terrienne. Ce qui est l'obsession de la famille Hindenburg, avec leur grande propriété terrienne en Prusse orientale. Et là, tout à l'heure, en lisant des archives, je suis tombé sur le décret du ministre de l'Intérieur, Frick, à l'été 1933, qui dispense à jamais de toute fiscalité les propriétés des familles Hindenburg. C'est la récompense. Ça a été un authentique pacte de corruption entre un petit cercle, mais vraiment sordide, de gens limités intellectuellement. On se croirait sur des plateaux de télévision. Vraiment, c'est navrant de les entendre, de les lire, de les écouter, de voir ce qui les motive et de voir à partir de quoi ils parlent, c'est-à-dire une méconnaissance totale de tout ce qu'est l'Allemagne de leur époque. Et dans ce pacte de corruption montre que les seuls, au fond, qui ont bénéficié de l'arrivée des nazis au pouvoir, dans ce petit cercle qui les a mis au pouvoir, c'est la famille Hindenburg. Défiscalisation, dons de forêt, dons de terre, de la part du Reich et de la Prusse, et promotion ultime, à la veille de sa retraite, du fils Hindenburg qui avait glorieusement terminé colonel et qui est érigé au rang de général pour que la pension soit quand même plus donnée.